Alors, proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Face à la pénurie de médecins, la proposition de loi introduit un accès direct aux infirmiers en pratique avancée, aux kinésithérapeutes et aux orthophonistes. Elle élargit de plus les compétences de plusieurs professions paramédicales et revoit la performance des soins. Alors, on avait déjà, il me semble, évoqué cette proposition de loi. Bon, on n'en avait pas fait une capsule, mais je me dis, jamais trop tard pour revenir dessus, et c'est notamment parce que les 9 et 10 mai 2023, le Sénat puis l'Assemblée nationale doivent définitivement voter la proposition de loi en question. Alors, 6 millions de Français, dont 600 000 sont en affectation de longue durée, et non pas en affection de longue durée, et non pas de médecins traitants. Lutter contre les déserts médicaux et améliorer l'accès aux soins sont les deux objectifs de cette proposition de loi qui a été amendée par les parlementaires et le gouvernement. Bon, amender, ça veut dire modifier. Je vous rappelle les amendements, des propositions de modification des textes de loi. Voilà. Bon, par contre, je veux revoir un peu en quoi ça consiste déjà la notion d'affection de longue durée. Je crois que la notion, elle apparaît sur l'assurance maladie. Je crois qu'on a une explication vulgarisée de ce à quoi ça correspond. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc, affection de longue durée, donc ça concerne les maladies dont la gravité ou le caractère chronique nécessite un traitement prolongé et particulièrement coûteux. Il en existe plusieurs types, donc les affections longue durée exonérantes et non exonérantes, qui ne donnent pas les mêmes droits. Cela permet de définir le taux de remboursement par l'assurance maladie. Voilà. Donc je vous fais grâce des différentes distinctions, mais au moins vous avez, si je puis dire, comment on appelle ça ? Vous avez une petite information vulgarisée à ce sujet, donc je vous transmets les sources si nécessaire. Alors, accès direct aux infirmiers alors à chaque fois je ne retiens jamais la chronique, en pratique avancée, kiné et orthophoniste. Alors la proposition de loi permettra aux patients d'accéder directement sans passer par un médecin aux infirmiers en pratique avancée et aux masseurs kinésithérapeutes qui exercent à l'hôpital, en clinique, dans un établissement social ou médico-social, ou en ville, dans une maison ou centre de santé. Pour les masseurs kinésithérapeutes, le nombre de séances autorisées en accès direct est limité à 8. Quant aux orthophonistes qui exercent à l'hôpital, il y aura un accès direct sans passer par un médecin, en clinique, dans un établissement social ou médico-social, ou en ville, dans une structure de soins coordonnée, y compris dans le cadre d'une communauté professionnelle territoriale de santé, si le projet de santé le prévoit. Alors si vous voulez, on peut peut-être jeter un œil sur les fonctions d'infirmier en pratique avancée. Comme ça, on revoit un peu à quoi ça correspond, cette profession. Alors l'infirmier en pratique avancée, donc là on est sur le site du ministère de la Santé. Alors, est-ce qu'on a une petite définition du schmilblick ? Donc de quoi parle-t-on ? Donc indique que l'infirmière diplômée qui exerce en pratique avancée a acquis des connaissances théoriques, le savoir nécessaire aux prises de décision complexes, de même que les compétences cliniques indispensables à la pratique avancée de sa profession. Les caractéristiques de cette pratique avancée sont déterminées par le contexte dans lequel l'infirmière et l'infirmière sera autorisée à exercer. Concrètement, le décret précise que la pratique avancée, que va effectuer l'infirmier, recouvre des activités d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage, des actes d'évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et paraclinique, des prescriptions de produits de santé non soumis à la prescription médicale, des prescriptions d'examens complémentaires, des renouvellements ou d'adaptation de prescriptions médicales. Donc, si on veut le résumer très brièvement, le fait d'être
d'exercer le métier d'infirmier en pratique avancée, ça permet justement aux infirmiers d'exercer des missions complémentaires. On a vu les activités d'orientation, d'éducation, de prévention, de dépistage notamment, des actes d'évaluation et de conclusion clinique, ou encore de prévoir des prescriptions de produits de santé. Voilà. Ou qui sont non soumis à une prescription médicale, voilà, ainsi que des prescriptions d'examen complémentaires. Mais ça implique en fait que comment on appelle ça, que l'infirmier ou l'infirmière ait acquis on va dire un certain niveau de connaissance et de savoir-faire. Voilà. Bon, si ça vous intéresse, encore une fois, si vous voulez en savoir plus, toujours possibilité de consulter la source. Après, on peut peut-être faire aussi un tour du côté, comment on appelle ça, du côté des communautés une communauté professionnelle territoriale de santé. Peut-être je vais regarder s'il y a un truc vulgarisé, une petite définition à ce sujet, comme ça, on se renseigne. Alors, bon là on a arssanté.fr. Alors donc les communautés professionnelles territoriales de santé regroupent les professionnels d'un même territoire qui souhaitent s'organiser à leur initiative autour d'un projet de santé pour répondre à des problématiques communes. Ok, donc c'est un peu... donc c'est constitué de l'ensemble des acteurs de santé, professionnels de santé de ville, qu'ils exercent à titre libéral ou salarié, des établissements de santé, des acteurs de la prévention ou promotion de la santé, des établissements et services médico-sociaux, et qui souhaitent se coordonner sur un territoire pour répondre à une ou plusieurs problématiques en matière de santé qui sont identifiées. Le projet de santé est un prérequis à la contractualisation entre les professionnels et l'agence régionale de santé. Ce dispositif visant à faciliter l'exercice des professionnels de santé, à améliorer l'organisation des prises en charge des patients. Ils émergent avant tout à partir des initiatives des professionnels de santé eux-mêmes. Voilà. Bon. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, je vous balance les sources au compte-gouttes. Et comme ça, vous pouvez obtenir les différentes informations. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça c'était pour la petite information. Et là on va poursuivre la lecture du projet de loi. Voilà. Ah en plus on va en savoir un peu plus sur... on va avoir un rappel du grade d'infirmier en pratique avancée et des communautés. Salut Ratatouille, bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Donc parallèlement, les parlementaires, députés et sénateurs, ont en commission mixte paritaire prévu une expérimentation durant 5 ans et dans 6 départements, ouvrant l'accès direct aux infirmiers en pratique avancée et aux masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une communauté professionnelle territoriale de santé. Donc, de ce que je comprends en fait, pour les orthophonistes, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire on permet aux orthophonistes d'accéder aux communautés professionnelles territoriales de santé, mais par contre pour ce qui est des infirmiers en pratique avancée et les masseurs kinésithérapeutes, on est pour le moment dans une expérimentation pour ce qui est de l'accès aux communautés professionnelles territoriales de santé. La proposition de loi initiale autorisait l'accès direct à ces professionnels au sein de ces structures sans passer par cette expérimentation qui devra faire l'objet d'une évaluation par le gouvernement avant une éventuelle généralisation. D'accord. Donc il y a une évolution du texte, c'est-à-dire qu'au début, la proposition de loi était prête à permettre aux infirmiers en pratique avancée, aux masseurs kinésithérapeutes d'avoir un accès à ces communautés professionnelles, mais finalement les parlementaires sont venus modifier ça et se sont dit: attendez, on va plutôt passer d'abord par une expérimentation, ça va durer pendant 5 ans et sur 6 départements, et ensuite on évaluera et on verra si c'est pertinent de mettre en place ce mécanisme. Voilà.
Bon, dans tous les cas, un compte-rendu des soins sera réalisé et devra être systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans son dossier médical partagé. Donc même si on est dans une logique d'offrir plus d'autonomie aux infirmiers, aux masseurs-kinésithérapeutes et aux orthophonistes, c'est-à-dire de ne plus nécessairement dépendre de ne plus nécessairement dépendre du médecin. Et du coup, c'est une manière en somme en fait, c'est une manière assez vicieuse de ne pas augmenter le nombre de médecins, de ne pas nécessairement augmenter le nombre comment on appelle ça, le nombre de personnes qui pratiquent les soins, mais on préfère augmenter le nombre de tâches qui seront effectuées par d'autres professionnels de la santé. Ce qui est le cas des infirmiers en pratique avancée, des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes. Voilà. Alors, est-ce que derrière il va y avoir plus de recrutement, ou alors est-ce qu'on se contente d'augmenter la charge de travail de ces professionnels de santé ? Je pense que malheureusement, ça va être toujours le même délire. Il y aura peut-être pas de création de postes, voire même très peu de création de postes. Et derrière, encore une fois, c'est pour faire des économies, voilà. Alors certes, on comprend l'idée, c'est de permettre, alors soit c'est peut-être aussi pour aller plus vite, mais encore une fois derrière, comment on appelle ça ? Je pense que ça va peut-être augmenter. Peut-être que ça va augmenter la charge là-dessus, peut-être que j'ai un doute. Est-ce que ça va augmenter la charge de travail ? Parce que peut-être qu'avant ils exerçaient déjà les différentes missions, mais ils avaient besoin de l'aval du médecin. Donc là, je pense qu'on est plus dans une logique, de vouloir accélérer les procédures. Je pense que c'est plus ça. Et m'excusez, j'ai dit une bêtise. Je pense avoir dit une bêtise. Mais par contre, je pense que on enlève, on met un peu de côté, si je puis dire, le rôle du médecin. Et par contre, je pense qu'on met un peu plus de pression. Sur l'infirmier, le masseur-kinésithérapeute et l'orthophoniste. Parce qu'avant, il y avait le médecin qui pouvait couvrir derrière, et là, on met un peu plus de responsabilité aux infirmiers, aux masseurs et aux orthophonistes. Bref. Après ça veut pas dire qu'il n'y a plus de suivi derrière du médecin, puisque là, de ce que je comprends, il y a un compte rendu des soins qui est adressé quand même au toubib, enfin au médecin traitant, et il y a un dossier médical qui est partagé. Voilà, donc c'est ce que je comprends. Après s'il y a des toubibs, s'il y a des professionnels de santé ou des personnes qui s'y connaissent en droit de la santé, n'hésitez pas à compléter, parce que moi, encore une fois, je n'ai pas du tout de connaissances dans le sujet. Là, je découvre le sujet un peu en même temps que vous. Bon, donc du coup, pour ce qui est du grade d'infirmier en pratique avancée, donc on est sur du bac plus 5, ça a été créé par la loi Touraine. Alors la loi Touraine, ça date de quand ? C'est pas dans les années de 2016. La loi Touraine, ça date de quand ? Date 2014 apparemment. 2014, ce serait la date de la loi Touraine. À mon avis, c'est ça. Ouais, loi du 20 janvier de 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. Lol. Donc je pense qu'on est donc ce serait la loi elle daterait de 2014, donc de modernisation de nos systèmes de santé. Non, c'est de 2016, d'accord. Donc en fait oui, il y a une loi sur la santé, parce que j'imagine que Marisol Touraine avait pas porté qu'un seul projet de loi. Elle avait, si je puis dire, elle avait dû faire d'autres lois, effectivement, la loi sur la santé, donc en 2016. De 2014 sur le système de retraite, c'est encore autre chose. Bien évidemment. Et elle a été mise en œuvre, du coup, en 2018. À l'été 2022, donc on a 1700 infirmiers en pratique avancée qui étaient seulement en activité. Et là, on l'avait vu, donc ces infirmiers peuvent notamment prescrire des examens complémentaires ou encore renouveler des prescriptions médicales. Ça, on avait revu les fonctions ensemble.
Ensuite, donc pour les communautés territoriales de projets de santé, professionnels territoriales de santé, pardon, je dis de la merde. Donc elles ont été créées donc par cette même loi, donc la loi Touraine, donc de 2016, et elles regroupent les acteurs de santé d'un même territoire, donc professionnels de santé, libéraux, salariés, aussi professionnels hospitaliers, médico-sociaux et sociaux, et qui souhaitent s'organiser autour d'un projet de santé. Donc ça on l'a vu. Et la stratégie nationale de santé, donc Ma Santé 2022. Donc, qui devait décloisonner et réorganiser le système de soins, avait prévu le déploiement de 1000 communautés territoriales. Voilà. Bon, après malheureusement, encore une fois, on voit que on est certes dans une volonté de coordonner, mais bon, encore une fois, je pense que ce qui fait le nerf de la guerre, c'est le nombre de professionnels de santé et surtout améliorer les conditions de travail des personnes qui sont les premiers de cordée, quoi, voilà. Notamment les aides-soignants et compagnie. Et j'imagine encore des pros. J'imagine, j'oublie encore d'autres professions, voilà, qui seraient dans le secteur dans le secteur des soins et qui seraient somme toute pénibles. Voilà. Bon, compétences élargies donc pour plusieurs professions paramédicales, toujours dans l'objectif de faciliter le parcours des patients. Le texte, donc la proposition de loi, élargit les compétences des infirmiers en pratique avancée qui pourront désormais primo-prescrire certains produits ou prestations soumis à ordonnance. Un décret donc devra intervenir, j'imagine, pour préciser quelles sont les prescriptions qui pourront être effectuées. Donc là je vais regarder primo prescrire. Donc si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça doit être alors vu le nom, ça sous-entend que ça va être la première personne qui va prescrire. Alors attends. Je veux juste vérifier parce que je suis pas à l'aise avec le jargon médical. Qu'est-ce que la primo-prescription? Donc l'amorce d'un traitement... Alors attends, donc l'amorce d'un traitement du cancer par chimiothérapie orale est effectuée en établissement de santé autorisé au traitement du cancer par chimiothérapie dans le cadre de la consultation dite de primo-prescription qui constitue un entretien spécifique entre le médecin spécialiste et le patient. Donc attends. J'ai l'impression en fait que c'est plus un espèce d'entretien en fait. Alors attends. Alors je vois qu'il y a un petit détail qui nous est proposé par la région Centre-Val de Loire. Alors, donc cette expérimentation, la participation donc à l'expérimentation de la primo-prescription par les infirmiers en pratique avancée. Cette expérimentation doit permettre aux infirmiers en pratique avancée volontaire et en exercice de pratiquer certaines prescriptions soumises à prescription médicale dont la liste est fixée par décret. D'accord, donc la primo-prescription donc, va permettre de fluidifier le parcours du patient en intervenant pour les prescriptions basiques. Voilà, donc on a quelques idées, donc oxygène, kiné, soins infirmiers, bons de transport, dispositifs médicaux, etc. Voilà. Elle évitera ainsi un délai supplémentaire d'attente auprès du médecin généraliste ou un passage aux urgences. Voilà. Ok, donc là si vous voulez en savoir plus sur cette expérimentation, je vous transmets les sources, voilà. Et salut Valar, bienvenue à toi. Donc on en était où? Donc là, donc pour les infirmiers en pratique avancée, donc possibilité donc de mettre en œuvre des primo-prescriptions. Que ce soit pour certains produits ou prestations soumis à ordonnance. Ensuite, les infirmiers donc qui pourront prendre en charge, on aura les infirmiers qui pourront prendre en charge la prévention et le traitement de plaies et prescrire des examens complémentaires et des produits de santé. Pour ce qui est des assistants dentaires, donc ceux qui seraient les plus qualifiés, dits de niveau 2, seront créés pour assister les chirurgiens dentistes dans davantage d'actes. Des pédicures, podologues, orthopédistes, orthoprothésistes, veuillez m'excuser, et opticiens lunetiers
Ils vont avoir aussi un élargissement comment on appelle ça, de leurs compétences. Bon, là, ici, l'article de viepublic.fr, on va dire, nous donne pas plus d'informations sur le champ des compétences qui seraient élargies. Voilà. Donc on aura des dispositions aussi qui intéressent les pharmaciens et qui auront le droit de renouveler 3 fois par délivrance d'un mois une ordonnance expirée pour le traitement d'une pathologie chronique. À titre expérimental, les pharmaciens biologistes seront autorisés à pratiquer des prélèvements dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus. Les conditions de qualification pour l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie sont réformées. De plus, leur compétence est reconnue de manière pérenne pour administrer des vaccins, qui seront listés par arrêté. Je vous rappelle, les décrets sont pris par la première ministre. Donc ça va être le cas pour notamment ce qui est de l'élargissement des compétences des infirmiers en pratique avancée, et pour ce qui est de l'arrêté. Donc l'arrêté, c'est une décision qui en général est prise par le ministre. Et là, en l'occurrence, ce sera le ministre qui est en charge de la santé. Voilà. Donc je crois qu'actuellement c'est Braun. C'est Braun actuellement qui est en charge de la santé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc là pour le moment, là de ce qu'on constate, on est dans une volonté, donc cet élargissement des compétences. Salut Jashugan. Et oui, malheureusement le problème c'est que ici certes on est dans une logique de vouloir accélérer les procédures, permettre aux gens d'accéder, on va dire d'accéder plus rapidement aux soins, mais malheureusement encore une fois on va être dans une logique d'accroître les missions des professionnels de santé, mais ça risque d'entraîner éventuellement une surcharge de travail des personnes, surtout que de ce que j'ai compris, on est dans une logique d'aller vite dans l'exercice des comment on appelle ça, des soins, et ça peut avoir aussi des conséquences sur la qualité des soins qui sont rendus, et non pas parce que les personnes seraient pas compétentes, etc., ou seraient nulles. De toute façon, moi je me permettrai jamais de juger sur ce terrain-là, mais tout simplement parce que les personnes sont surchargées, quoi. Je veux dire, il y a un manque de personnel de santé, et c'est pas moi qui le dis, ce sont, j'imagine, des professionnels, des professionnels du secteur, et forcément, si vous augmentez le nombre de missions et que à côté, ça a pour conséquence d'entraîner une surcharge de travail, malheureusement ça va en pâtir sur la qualité des soins, et c'est l'usager qui va trinquer, en plus du professionnel de santé. Mais bref. Du moins c'est ce que je comprends de tout ceci. Encore une fois, je suis pas un concerné en tant que je veux dire, je suis pas professionnel de santé, mais par contre je serais peut-être tout comme vous concerné, parce que derrière on est des usagers du service public de la santé. Donc forcément, le gouvernement prendrait les décisions sans consulter les concernés? Alors, il y a un dialogue, lol. Je veux dire, c'est, on vous écoute, mais à moitié, quoi. En gros, ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre, voilà. Mais bref, donc j'en étais où ? Donc le gouvernement devra publier annuellement la liste des tests rapides d'orientation diagnostique, donc les TROD, innovants qui peuvent être utilisés par les professionnels de santé. Alors je vais voir si on peut avoir une explication vulgarisée de ce que c'est les TROD. Alors donc test rapide d'orientation diagnostique, donc ça permet par une simple piqûre au bout du doigt, en quelques minutes, de détecter une infection par les virus donc l'immunodéficience humaine, donc VIH 1 et 2, ou par les virus hépatite C ou hépatite B. Voilà, donc VHC et VHB. Le TROD ne concurrence pas le dépistage classique. Voilà, bon, c'est une autre, donc c'est une manière de détecter une infection. Voilà, c'est une méthode de détection d'une infection par certains virus, donc SIDA, etc. Et hépatite. Voilà. Bon,
Si vous voulez, je vous partage l'info. Bon, après, je pense qu'il n'y a peut-être pas que ça, mais bon, ça doit être à mon avis des exemples. Voilà, donc source sur l'agence régionale de santé. Voilà, donc si on veut avoir des informations vulgarisées, notamment quand on n'y connaît pas grand-chose en droit de la santé, je pense que ça peut être une première porte d'entrée. Bon, après, les personnes qui ont peut-être plus de connaissances en droit de la santé, ou même qui sont des professionnels de la santé, peut-être qu'ils ont des sources qui sont beaucoup plus pertinentes peut-être. Mais bon, quand on est profane, on se limite aux sources gouvernementales. Bref, alors les assistants de régulation médicale donc sont reconnus comme profession de santé. Je crois, il me semble que régulation médicale, je crois que ce sont les personnes qui font, alors que je regarde assistant de régulation médicale. Donc cette nouvelle, alors attends, met en place dès 2009 une offre de formation à la fois suffisante. Alors, est-ce qu'on n'a pas l'assistant, voilà, et ça fait donc quelle formation? Suivre ma formation, non, ça, non, moi ce que je veux c'est les fonctions, en quoi ça consiste? Ah voilà, fiche métier, voilà. Auprès de qui donc l'assistant de régulation médicale exerce dans les SAMU, centre 15 et les SAS. Donc l'assistant de régulation médicale est le premier interlocuteur de tout appelant en cas d'urgence médicale ou de besoin de soins non programmés. D'accord. Donc, donc doté d'une maîtrise de situation de stress, un bon relationnel, une bonne capacité d'écoute, l'assistant de régulation médicale contribue à la bonne orientation des personnes en situation d'urgence. Voilà, donc il est amené à accueillir, écouter et analyser les appels d'urgence, gérer les situations de stress et d'urgence, appelant, hiérarchiser les appels par un questionnement précis des appelants, activer les moyens d'action appropriés sous la responsabilité d'un médecin, maîtriser les outils informatiques et téléphoniques. Donc en fait, c'est la personne que vous avez au bout du fil lorsque vous appelez les numéros d'urgence, quoi, en fait. Voilà. Donc, encore une fois, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder, jeter un œil. Voilà. Donc responsabilité collective de la permanence des soins. Donc la proposition de loi introduit un principe de responsabilité collective des professionnels de la santé à la permanence des soins, tant en établissement de santé qu'en ville. Cette nouvelle disposition prévoit que les établissements de santé et les médecins, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes et les infirmiers sont responsables collectivement de la permanence des soins. L'objectif du gouvernement à l'origine de cette mesure est de garantir aux patients un accès aux soins non programmés pendant les horaires de fermeture des hôpitaux et des cabinets médicaux en répartissant cet effort entre toutes les structures et tous les médecins d'un territoire. Le gouvernement souhaitait également inclure la valorisation de l'engagement territorial des médecins dans le périmètre des conventions médicales. Toutefois, cet amendement a été supprimé par les sénateurs qui estimaient que cette mesure sans portée juridique interférerait inutilement avec les négociations en cours de la nouvelle convention médicale. Bon. Alors, je vais voir si je peux pas choper ouais, je vais voir si je peux pas choper un peu plus d'informations supplémentaires parce que là c'est un peu... Ouais, non, j'arrive pas à choper d'informations supplémentaires. Ça marche tellement bien de soigner les gens par téléphone. Oui, ouais, c'est vrai que bon, on a vu mieux, Jashugan. Après, comment on appelle ça? Je pense que le but de l'assistant en fait c'est d'essayer d'être à l'écoute de la personne, etc. En fait c'est le premier interlocuteur. Et après bon la personne de ce que je comprends coordonne les opérations, elle essaie d'indiquer qu'il faut peut-être une ambulance, etc. Et il y a bien sûr il y a le toubib qui est aussi en relation avec l'assistant de régulation médicale. Puis ça permet de faire le tri et c'est horrible, mais de hiérarchiser en fait les cas où ça nécessite d'intervenir extrêmement rapidement parce que sinon la personne elle décède, soit d'intervenir et de mettre de côté les cas qui sont moins urgents malheureusement.
Mais bref, comme on a un système de santé où malheureusement on n'a pas suffi, on a des capacités limitées, ben forcément on est obligé, il y a derrière une hiérarchie des cas. Voilà. Bon, je vous transmets la source donc cette proposition de loi et c'est la fin.